Ce soir, nous recevons le frère Sissoko, vous tous, vous le connaissez, pour la plupart d'entre vous. C'est un frère qui vient de la Guinée-Conakry, qui était là depuis les premières heures de la création de cette radio Jacques Roger Show International, qui aujourd'hui a le monopole de la radio africaine en ligne. Donc, c'est quelqu'un, un observateur très avisé. C'est un monsieur qui fait beaucoup de recherches. Il fait beaucoup de recherches et il est au courant de beaucoup de choses. Donc, quelquefois, je me demande, mais lui, là où il a eu cette information? Mais où là, il a eu, mais comment il peut avoir cette information? Ah oui, ça, c'est mon humilité. Quand quelqu'un connaît, je le reconnais. Donc, aujourd'hui, il a invité pour venir nous faire le bilan de la transition de la Guinée-Conakry. On entend beaucoup de choses. On a entendu, comment s'appelle, le président de la Guinée, monsieur, comment il s'appelle, monsieur, l'ancien président. Alors, monsieur Douga? Oui, oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Oui, Alpha Condé, alors, je ne sais pas si c'est du vrai, je ne sais pas aussi si c'est du faux. Alors, il a lancé un mot d'ordre là que je voulais que vous attendiez. Tout corps confondu. Je ne sais pas. Vous, en tant que chef suprême des armées, aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont... Je vais... Oui, c'est l'audio là même. C'est l'audio là. Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant. Ouais. Débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix. Ou vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple et tomber dans la poubelle de l'histoire, ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple pour nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes, la défense de la patrie et du peuple n'a pas de prix. Armée, tout corps confondu. Je m'adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont appelé le peuple de Guinée à se débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix. Ou vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple et tomber dans la poubelle de l'histoire, ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple pour nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes, la défense de la patrie et du peuple n'a pas de prix. Armée, tout corps confondu. Je m'adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire. Les forces vives ont appelé le peuple de Guinée à se débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Oui, parfaitement, monsieur. Ok, alors, on dit que, j'ai reçu ça, on dit il a fait ce discours le 4 janvier 2025. Oui, effectivement. Alors, moi, j'étais un peu dans le doute. Je me demandais si c'était vrai ou bien c'était un mensonge, parce que maintenant, il faut faire très, très, très attention avec l'intelligence artificielle. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui. Avec l'intelligence artificielle, on peut créer tout, on peut faire dire tout à n'importe qui n'est pas vrai. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai eu des pincements au cœur parce que il parle là en tant que président, hein. Oui. Vous savez, Alpha Condé, il a jamais démissionné. Oui. Il n'a jamais démissionné. Ok. Voilà. Il parle en tant que président. Et il se considère toujours le président de la Guinée. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, je voudrais votre opinion et votre analyse sur ce discours de M. Alpha Condé. Parce que là, il parle en tant que président de la Guinée. Hein. Allez-y, M. Sissoko. Bonsoir, monsieur Douga. Hein. Je dis bonne fête à vous et à Jacques Roger.
Alors, allons-y. Quelle analyse, quelle opinion faites-vous du discours de M. Alpha Condé, du président Alpha Condé? Ouais. Vous savez, monsieur, comme je dis bonsoir à vous, monsieur Dougan et Jacques Roger. Et bonsoir, je dis bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Vous savez, le 5 septembre, lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, c'était le 5 septembre 2020, et on a enlevé Alpha Condé au pouvoir. Et par après, ensuite, Alpha Condé est parti en exil en Turquie. Il vit en Turquie là-bas. Mais il n'a jamais, les militaires, ils ont tout fait pour qu'il signe sa démission. Il a refusé. Vous savez, au Mali, ATT, Ibeka, lorsqu'il a été renversé par les gens militaires maliens, lui, il avait signé sa lettre de démission. Mais contrairement à Alpha Condé, lui, il n'a jamais fait cela. Donc, il est parti en exil en Turquie. C'est là-bas qu'il vit. Ça fait 3 ans maintenant. Donc, le 6 janvier, l'opposition guinéenne avait demandé de manifester contre Mamadi Doumbouya parce que tout simplement, les accords qui ont été signés entre la Guinée et la CEDEAO, le mandat, la transition prend fin le 31 décembre 2024. Donc, ils n'ont plus reconnu maintenant Mamadi Doumbouya comme président de la transition. Ils ont demandé le départ de Mamadi Doumbouya. Donc, Alpha Condé ainsi aussi, comme lui, il se réclame toujours président de la République, il a fait une vidéo, comme vous venez d'écouter, qu'il a qualifié Mamadi Doumbouya comme un trafiquant. Donc, il demande l'armée de le dégager. Donc, voici la position d'Alpha Condé. Il veut que l'armée prenne ses responsabilités pour dégager Mamadi Doumbouya au pouvoir. Voici, M. Douga, où on se trouve sur cette situation actuellement, la Guinée. Et vous, en tant qu'observateur de la vie politique et en tant que citoyen de la Guinée, même si vous êtes aux États-Unis, nous ne perdons pas nos racines. Êtes-vous d'accord avec la déclaration de M. Alpha Condé? Non, oui, je peux être d'accord avec sa position dans la mesure où on avait donné des années avec cette junte militaire d'organiser les élections, M. Douga, ils ont refusé d'organiser les élections. Donc, l'accord qui a été signé entre la CEDEAO et la junte militaire, ils n'ont pas respecté cet accord-là. Et on traîne, ça fait 3 années, la transition traîne en Guinée, et jusqu'à présent, on n'est pas sorti de la transition. C'est pourquoi toute l'opposition, ils ont demandé le départ de Mamadi Doumbouya. Effectivement, moi, je suis d'accord avec la position du professeur Alpha Condé, M. Douga. Merci. Est-ce que les Guinéens ne sont pas devenus comme les Ivoiriens qui sont très contents du travail de Dramane Ouattara, que Dramane Ouattara peut se présenter autant qu'il veut, on ne regarde plus la Constitution. C'est comme les accords que le président actuel de la Guinée a signé avec la CEDEAO pour une fin de transition. Depuis 2023, ça n'a pas eu lieu, c'est ça, ce que vous dites? Oui, 2022, 2 années de transition. Oui, 2022, l'accord a été signé. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que M. Doumbouya est en train de bien travailler que il ne veut pas partir du pouvoir? Il est en train de très bien travailler, en train de reconstruire la Guinée et très bien travailler, comme on le dit, Dramane le fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il ne veut pas partir? Et est-ce qu'il n'a pas des partisans qui le supportent à rester au pouvoir? Oui, M. Douga, les avis sont partagés. Il y a un certain groupe de catégories de Guinéens qui supportent la junte militaire. Mais avant de répondre à votre question, il faut aller d'abord au départ. Le 5 septembre, Mamadi Doumbouya, il a renversé le président Alpha Condé. À l'époque, il était le colonel. Il a renversé le professeur Alpha Condé. Il avait pris la parole. Il a expliqué pourquoi il a pris le pouvoir. Il a parlé de la personnalisation de la justice. Il a parlé de la confiscation des droits et libertés. Il a parlé de la justice guinéenne était instrumentalisée. Il a parlé de la corruption. Mais il nous a promis qu'il allait nous donner une justice très forte. C'est-à-dire qu'il allait organiser des élections et parti. Il a dit, ni lui, ni membre de CNT
CNRD, ni lui, et ni aucun militaire ne sera candidat. C'est cette promesse-là, Mamadi Doumbouya nous a fait. Et que tout le monde était d'accord à l'époque avec lui. Les gens le qualifiaient comme il était un sauveur. Lui-même, il s'est pris comme Jory Rawlings du Ghana. Il a écrit une charte. Même charte indique quand vous regardez la charte, ils ont écrit. Quand vous partez sur l'article 46, 55, 65, dans cet article-là, il a été mentionné clairement. Ni lui, ni aucun membre de CNRD, personne ne sera candidat. Donc, par après, ils ont signé un accord avec la CEDEAO. Des années de sortie de la transition, M. Douga. Dans cet accord-là, ils ont mentionné les 10 points de chronogramme de la transition. Les 10 points de chronogramme de la transition. Le premier point, c'était le recensement général de la population. Le deuxième point, c'est le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Le troisième point, c'est l'établissement d'un fichier électoral. Le quatrième point, c'est l'élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, c'est organisation référendum. C'est le référendum. Sixième point, c'est l'élaboration des textes et les lois organiques. Septième point, c'est l'organisation des élections locales. Huitième, c'est la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution. Neuvième point, c'est la mise en place des institutions républicaines. Dixième point, c'est l'organisation de l'élection présidentielle, premier tour et deuxième tour. Voici les 10 points du contenu du chronogramme de la transition. Mais quand je prends les 2 premiers points, par exemple, le premier point, c'est le recensement. Vous m'entendez, M. Douga? Oui, on vous écoute très bien. Voilà. Le premier point, on parle du recensement général de la population. Et après, ils ont parlé le deuxième point, le recensement administratif à vocation d'état civil. Vous savez, le recensement général de la population, ça n'a rien à voir avec les élections. Vous le savez, M. Douga, parce que vous êtes très informé. C'est l'ONU qui recommande chaque année, chaque 10 ans, je m'excuse, l'ONU, Nations Unies recommande à tous les pays du monde, chaque 10 ans, vous devez faire le recensement général de la population. Ça n'a rien à voir avec l'élection. Votre pays, la Côte d'Ivoire, en 2023, vous avez fait le dernier recensement de la population. Vous avez fait ça en Côte d'Ivoire. Vous avez un peu suivi. Vous avez trouvé une population de 29 millions d'habitants, y compris les étrangers. Parce que quand vous prenez les 29 millions d'habitants, là, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, c'est inclus des étrangers là-dedans. Les habitants qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, c'est chaque 10 ans, chaque pays, chaque 10 ans, vous allez faire le recensement général de la population. Mais ils ont introduit cela dans les 10 points de chronogramme, tout simplement pour retarder les élections. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont parlé aussi du recensement administratif à vocation d'état civil. M. Douga, vous le savez, ça aussi, ça n'a rien à voir avec les élections. Le recensement administratif à vocation d'état civil, ça permet, on fait ce recensement-là, ça permet aux citoyens d'avoir accès aux documents administratifs, c'est-à-dire des actes de naissance, les actes de mariage. Ça concerne sur ça le décès. Par exemple, si quelqu'un décède, vous devez déclarer ça au niveau de la commune. Donc, si vous faites le mariage, vous partez au niveau de la commune pour prendre l'acte de naissance, l'acte du mariage. Donc, quand vous avez des enfants aussi, vous pouvez réclamer aussi pour avoir l'acte de naissance. Donc, ce recensement-là va permettre à des citoyens d'avoir les documents administratifs. Maintenant, le troisième recensement, c'est le recensement électoral. C'est ça qu'on devrait utiliser. C'est-à-dire, M. Douga, vous avez le fichier. Le code électoral dit, chaque pays, même dans votre pays, c'est le recensement annuel, c'est le code électoral qui dit ça. Chaque année, vous devez faire le recensement annuel.
Le recensement électoral, ça ouvre une période de 2 à 3 mois. C'est-à-dire, ceux qui ont l'âge de 18 ans, vous les mettez dans le fichier. Ceux qui sont décédés, vous les enlevez. C'est ça qu'on appelle nettoyage. Vous nettoyez le fichier, après vous partez aux élections. Donc, selon que le CNRD a pris le pouvoir, ils se sont assis avec la classe politique. La classe politique a dit, OK, ce que vous êtes en train de dire là, on va faire le recensement général de la population. Après, c'est dans ça, on va tirer le fichier électoral, que ça ne marche pas, c'est pas bon. Vous pouvez faire ça à côté, mais on a un autre fichier, parce qu'Alpha Condé déjà, on a fait l'élection en 2020, le 3e mandat d'Alpha Condé. On avait le fichier, on est allé aux élections en 2020. C'est le fichier là qu'on a utilisé. L'opposition a dit à cette jeune militaire, amenez ce fichier-là sur la table, on va nettoyer le fichier. Ça va prendre 3 mois, comme je viens de dire. Nettoyage d'un fichier, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de 18 ans, on les met là-dedans. Ceux qui sont décédés, on les enlève. On nettoie le fichier pendant 3 mois. À partir de 3 mois, on peut faire toutes les élections, le référendum, parce que ça commence d'abord le référendum. Vous avez la constitution, vous avez le fichier électoral, vous pouvez aller au référendum constitutionnel. Gabon vient de faire cela. Gabon est dans une transition. Ils ont fait la constitution, ils ont élaboré la constitution, ils ont le fichier, ils sont partis au référendum. Donc c'est la première étape vers la sortie de la transition. Quand vous avez le référendum, vous pouvez faire les autres élections, parce qu'il y a 4 élections à faire. Vous faites d'abord le référendum, il y a l'élection locale, vous allez faire cela. Après ça, l'élection législative, après vous allez terminer l'élection présidentielle. C'est comme ça fonctionne partout dans le monde, les différentes élections. Vous commencez à la base au sommet. Donc, l'opposition a parlé ça à cette gente militaire, mais ils n'ont pas accepté cela. Donc, après 3 années de la gouvernance de cette gente militaire, M. Douga, jusqu'à présent, rien n'est fait sur le terrain. On n'a pas, jusqu'à présent, le fichier, on n'a pas la constitution, on a le projet, l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ça, c'est un brouillon. Jusqu'à présent, on n'a pas le fichier, on n'a pas la constitution. Donc, on ne peut pas aller au référendum. Parce qu'il faut avoir les dés pour aller au référendum. Et le Gabon, qui a fait le dernier coup d'État, parce que Gabon fut le dernier pays à faire le coup d'État, après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et l'autre la Tchad, Gabon a été le dernier pays à faire le coup d'État. Mais une année, Gabon a réussi à trouver la constitution et ils sont allés au référendum. D'après mes informations, le mois de mars, même si je ne me trompe pas, le Gabon ira aux élections présidentielles. C'est ça qui a été dit, si je ne me trompe pas. Donc, quant à la situation guinéenne, on est bloqué, M. Douga. On va nulle part. Voici la situation guinéenne, M. Douga. Alors, est-ce que les autres frères sont rentrés? Est-ce que vous avez pu vous connecter? C'est quel nom, M. Camara? M. Bangoura et M. Camara. Mais c'est ça que même à ouvrir leur micro. Oui, leur numéro, c'est ça. Bon. Est-ce que Jacques Roger, commandant Jacques, est-ce que vous êtes là? Commandant Jacques, est-ce que vous êtes là? Bon, je vais lui envoyer un message. Oui, il faut lui envoyer un message parce que moi, je ne contrôle rien. Oui, non, de même que moi. Donc, chose. Maintenant, la question fondamentale, est-ce que donc ça veut dire que rien n'avance? Oui, rien n'a avancé parce que vous ne pouvez pas avoir un chronogramme de 2 années avec la CEDEAO de sortir de la transition et que vous n'avez rien fait. Parce que jusqu'à présent, comme je viens de dire, on n'a pas la constitution, on n'a pas le fichier. Parce que pour aller aux élections, il faut avoir les deux là. Il faut avoir la constitution, il faut avoir le fichier. Après, on peut aller au référendum. Mais on n'a rien de tout ça là, M. Douga, jusqu'à présent. Ça fait 3 années. On est sur la transition en Guinée. Et pourtant, la Guinée n'a pas un problème. Il n'y a pas un problème djihadiste. La Guinée, comme le Mali, il n'y a pas un problème terroriste. Comme au Mali ou au Niger, au Burkina Faso.
Non, on n'a pas sorti rien de ce problème-là. Si l'agence militaire avait la bonne volonté, on allait sortir de la transition plus que les autres pays. Même le Gabon qui vient de faire le référendum tout de suite là, ça n'a même pas fait 2 mois. Monsieur Dougan. Oui, ok. Donnez-moi encore le mail, c'est de Bangoura, c'est 47-53. Ouais. Oui, 47-53. Bon, je demande à commandant Jacques d'ouvrir le micro 47-53, terminé par 40. Bon, donc on continue en attendant qu'il soit connecté. Alors, voilà, je suis là, hein. Je suis là, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, okay. on vous reçoit. Voilà. Alors, voilà. Merci, monsieur, c'est monsieur Bangoura. Monsieur Bangoura, ouais. Il faut donner le numéro de monsieur Camara aussi. Le deuxième numéro, je crois, les 4 derniers chiffres, c'est le 82. Ok. 82. Oui. 82. Bonsoir, M. Doukan. Bonsoir à M. Bangoura. Je suis bien en ligne. Merci bien. Oh, merci. C'est M. Camara? C'est M. Camara, bien sûr. Ok, bien. Donc, ça devient intéressant. Donc, nous allons prendre, comment ça s'appelle, tout le temps. Il va nous rester encore 1 heure de temps et j'aurai 10 minutes seulement pour parler parce que l'Afrique d'abord. Donc, vous aurez le temps. Alors, M. Bangoura, M. Camara, soyez les bienvenus sur Jacques Roger Show International. M. Sissoko, on le connaît beaucoup sur cette radio. C'est la radio, tout le monde peut venir. Je vous apprends que en 2010, pendant la crise de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, il y avait des frères guinéens qui ont créé une radio en ligne. C'est là-bas, nous-mêmes, on intervenait avant de venir intervenir sur Jacques Roger Show International. Donc, nous sommes sur la radio panafricaine. Merci. Jacques Roger, merci pour cette radio, pour tous les Africains et les Africaines. Donc, alors, je reviens encore sur la question. Est-ce que c'est parce que les Guinéens, il faut le dire, hein, est-ce que vous n'avez pas maintenant la mentalité ivoirienne que oui, M. Dramane Ouattara a très bien travaillé, donc on s'en fout de la Constitution, il n'a qu'à continuer seulement et autant de fois qu'il pourra se présenter. Est-ce que ce n'est pas cette idée-là qui est en train de naître en Guinée? Parce que je constate qu'il y a des gens, au vu de ce que vous dites, il y a des gens qui supportent, le non-respect des accords et de la charte signés par le président lui-même, par Mamadou Doumbouya. Alors, est-ce que ce n'est pas cette idée qui est en train de prendre forme en Guinée là-bas? Oh, monsieur Douga, la situation guinéenne est différente de celui de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même situation. Pourquoi c'est différent? Parce que le cas guinéen, vous savez, Alpha Condé, c'est un opposant historique. Vous le connaissez. C'était des gens qui se battaient pour la démocratie en Guinée depuis très longtemps. Faut dire depuis donc, pendant 40 ans. Depuis la France, quand il était étudiant là-bas avec Conan Bédié, c'était les grands révolutionnaires. Voilà, effectivement. Voilà. C'était des amis de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo était l'opposant historique aussi de la Côte d'Ivoire. Vous prenez le Sénégal, il y avait Abdoulaye Wade, Maître Wade aussi. Donc, c'était des opposants qui se sont battus dans les différents pays en Afrique pour la démocratie, pour la promotion de la démocratie. Donc, c'est ainsi qu'Alpha Condé est venu au pouvoir en Guinée en 2010. Donc, tout le monde croyait Alpha Condé comme un démocrate. Lui, on avait notre constitution qu'on a écrite en 2010, que cette constitution interdisait à tout le monde de faire plus que 2 mandats. On n'avait pas 3e mandat dans notre constitution. C'était 2 mandats. Donc, on pensait qu'Alpha Condé allait faire son 2 mandats et puis partir. Mais après, il a commencé à goûter le pouvoir. Donc, ce mandat était terminé. Il a changé la constitution et fait son 3e mandat. C'est ainsi que Mamadou Doumbouya est venu. Donc, lorsque Mamadou Doumbouya a renversé Alpha Condé, Mamadou Doumbouya était considéré comme un sauveur. Parce que c'est quelqu'un qui est venu sauver la démocratie guinéenne. Mais il avait promis qu'il allait laisser le pouvoir. Donc, on croyait à lui et en tant que soldat, parole d'un soldat, il allait respecter sa parole. Parce que quand vous prenez Amadou Toumani Touré au Mali, c'est lorsqu'il a renversé
Moussa Traoré. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ils ne sont pas venus pour rester au pouvoir. Qu'en tant que soldat, il allait rendre le pouvoir au civil. Et c'est ça qu'il a fait. Il est allé se former. 10 ans après, vous avez suivi Amadou Toumani Touré, est venu prendre le pouvoir encore au Mali. C'est ça qu'on souhaitait à Mamadi Doumbouya. C'est un jeune, parce qu'il a pris le pouvoir, il était à l'âge de 41 ans. C'est un très jeune. Donc, il allait partir, c'est-à-dire organiser les élections libres, crédibles, aller se former. 10 ans après, il pouvait venir prendre le pouvoir très doucement. Mais il n'a pas fait tout cela. Il s'est cramponné au pouvoir. Il est en train de confisquer le pouvoir. Il ne veut pas organiser les élections. Il ne veut pas partir. Voici où se trouve la situation guinéenne. Donc, c'est un peu différent de la Côte d'Ivoire. C'est de développement qu'on parle. La Guinée n'est pas sortie de la pauvreté, M. Douga. Quand vous faites le bilan des 3 années de bilan sur le plan économique, la Guinée n'a pas bougé. Quand vous regardez... on va revenir là-dessus. Ok, je m'arrête là-bas pour que les autres aussi puissent parler. Oui, M. Bangoura, que dites-vous du discours tenu par M. Doumbouya par rapport à sa gestion du pays? Je donne un exemple. Quand il est venu ici pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a tenu un discours où nous tous on a applaudi. Et il est resté dans cette ligne de discours comme un grand politicien, un grand démocrate, un grand panafricain. Alors, que dites-vous de son discours par rapport à la manière dont il gère la Guinée? Alors, merci, M. Dougan. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci à Jacques Roger, le grand Jacques. Merci. Alors, moi, parce que quand je rentrais, j'ai un tout petit peu suivi votre introduction qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire, quand vous étiez en train de parler de ce nouveau monde, alors, le pays qui ne profitera pas de ce nouveau monde-là est foutu. Et ça, vous avez parfaitement raison, puisqu'il y a un nouveau monde qui est en train d'être, qui est en train d'avoir le jour. Et ça, ce n'est même pas caché. Et là, je vous rejoins, et il faudrait que cela soit compris par tous les Africains. Il y a un nouveau monde qui va être né bientôt. Puisque l'offensive des Américains en Afrique est vraiment celui qui ne profitera pas de cette opportunité. Comme vous l'avez dit, il n'a qu'à revoir sa copie. Alors, revenons sur le discours de Doumbouya. Vous savez, M. Bita, Doumbouya a tenu toujours des discours dont lui-même il ne maîtrise pas. Depuis le 5 septembre, il a fait un discours bâclé dans lequel il s'est fait prendre de lui-même, parce qu'il a dit beaucoup de choses le 5 septembre sans se rendre compte que ça allait lui rattraper. Alors, ça a été la même chose avec son interview avec Alain Foka. Là où il a dit ni moi, ni un membre du gouvernement, de mon gouvernement ne sera candidat. Donc, c'est des discours vraiment dont Doumbouya lui-même il ne maîtrisait pas. Et moi, je crois que tout ce qu'il a dit aux Nations Unies ici, c'était dans l'émotion. Il a fait un discours dans l'émotion sans se rendre compte. On ne sait pas. Nous, on a critiqué ce discours-là. On ne sait même pas qui a écrit ce discours-là pour lui, parce qu'il n'était pas venu aux Nations Unies pour ça. Alors moi, quand tu me demandes par rapport à son discours, moi, je vous dirais, M. Dupin, que son discours n'avait aucun sens. Il devrait venir parler ici. N'oubliez pas, n'oubliez pas que Doumbouya a tenu beaucoup de promesses pour comment dirais-je, quel est le mot que je peux utiliser? Pendant son discours à la nation, quand il avait pris le pouvoir, il avait pris beaucoup de promesses
sans réaliser ses promesses là, pendant ces 3 dernières années. Donc, Doumbouya là-bas se trouve dans son camp. Tous ces discours-là qu'il a tenus, aujourd'hui, le 31 décembre, est arrivé, donc sans réaliser ses promesses, de ses discours. Moi, je crois que ces discours-là, M. Dukan, sont nuls et non avenus. On a affaire à un incompétent, inexpérimenté, aujourd'hui qui a goûté le pouvoir, qui ne veut pas quitter. Mais avant de finir, mon frère, moi, j'aimerais nous retourner un peu en arrière. Vous savez, l'arrivée de Doumbouya au pouvoir, c'est-à-dire tous ces jeunes militaires, ces régimes putsch-là, qui sont venus au pouvoir, c'est le résultat de la gestion de cette vieille classe politique en Afrique. Comme ce qu'on est en train de préparer en Côte d'Ivoire. Ouattara, 4e mandat. C'est-à-dire, cette vieille classe politique qui refuse de préparer la nouvelle génération. Donc, en fait, c'est ça, c'est le résultat de la gestion de cette classe politique. Aujourd'hui, on a les Doumbouya. Donc, si vous me posez cette question, son discours était nul et non avenu. On n'a rien appris de son discours des Nations Unies. Merci. Alors, M. Camara, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, M. Dugan. Merci beaucoup. Alors, le frère Bangoura vient de lever, un voile pour dire que M. Doumbouya n'était pas, si vous voulez voir, pour paraphraser ce qu'il a dit, n'a pas la capacité de gouverner un pays, n'a pas l'expérience et autres. Bon, la question que moi je vous pose, M. Doumbouya, c'est un militaire. C'est un jeune, 41 ans, bon. Peut-être qu'il n'a pas l'expérience pour gouverner un pays, mais quant aux hommes qu'il a choisis qui sont autour de lui, est-ce que ces hommes-là sont des hommes d'expérience? Est-ce que ce sont des gens compétents qui peuvent aider le président à réussir sa mission, c'est-à-dire à remplir les promesses qu'il a faites au peuple de la Guinée? Merci, M. Dougan. Merci pour l'invitation. Merci surtout à l'effort inlassable de M. Jacques Roger, qu'on n'a pas connu aujourd'hui. Son panafricanisme est sans limite et on n'est pas surpris de cette invitation. On est tout ravis de participer à ce panel. Bonsoir à tous vos fidèles auditeurs que nous saluons de vif cœur parce qu'ils ont été toujours là pour cette grande radio qu'on a connue, toujours avant-gardiste dans le panafricanisme bienveillant. Monsieur Dougan, ce que vous posez comme question, je crois qu'on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. C'est vrai que M. Doumbouya est jeune, militaire. Il est venu avec beaucoup d'espoir et de promesses, surtout quand on tient compte de son premier discours, puisqu'on le découvrait de manière officielle lors de son discours du 5 septembre 2021, quand au lendemain du putsch. Et là, il a écrit beaucoup de promesses dans le sens, on pourrait dire même populiste, dans le sens même de l'espoir du peuple guinéen. Quand il parlait de l'instrumentalisation, je crois que M. Sissoko a fait je ne voulais pas revenir sur tout ça, mais c'est important. Lorsqu'il parlait de l'instrumentalisation de la justice, de faire de la justice la boussole en Guinée, je crois que c'est quelque chose qui a résonné dans la masse populaire. Combattre comment on appelle, les détournements de deniers publics et s'attaquer au fléau qui gangrénait la population guinéenne, la Guinée en tout court. Je crois qu'il a donné beaucoup d'espoir à ce peuple de Guinée qui a adhéré tout de suite à ce discours-là. C'est ce que vous avez vu sur le plan international, l'adhésion massive du peuple de Guinée par rapport à son arrivée. Mais fort malheureusement aujourd'hui, M. Dougan, si vous prenez la forte majorité des Guinéens, force est de reconnaître que c'est une grande déception pour nous Guinéens. Et si aujourd'hui nous sommes sur ces plateaux, c'est pour attirer l'attention
des Guinéens au bon sens. Surtout, vous avez commencé, M. Bangoura l'a signalé, par un point très important que les Africains doivent revenir sur eux-mêmes pour comprendre la géopolitique internationale et surtout les enjeux de l'heure. Vous parlez d'un nouveau monde qui est en train de se construire, qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Et pas plus tard que quelques jours, nous avons vu, où nous voyons l'évolution de la politique américaine en Afrique. Peut-être qu'elle était passive à un moment, mais avec l'avancée des Chinois et des Turcs, des Iraniens, de toutes ces forces géopolitiques autour de l'Afrique, les Américains veulent faire partie de cette danse. Il y a des grands projets qui sont lancés aujourd'hui pour l'interconnexion, par exemple, des grandes capitales africaines. Je crois qu'il appartient aux Africains de se préparer à se raccorder à ce grand train qui va commencer. Quant à la nouvelle définition du monde géopolitique qui va venir. Donc, ces opportunités nous amènent réellement à voir dans quelle mesure nos pays sont préparés à affronter ces nouvelles donnes pour ne pas que nous soyons encore à la risée encore de l'histoire. C'est la raison pour laquelle le problème aujourd'hui en Guinée, vous avez posé un second problème en disant est-ce que le phénomène ivoirien de laisser faire le président qui est en train de bien faire. Aujourd'hui, le bilan là est mitigé par rapport au Guinée. On parle par exemple de la reconstruction des routes, de 4000 km de routes, mais beaucoup de Guinéens aujourd'hui souffrent. Il y a des tronçons aujourd'hui en Guinée qui sont impraticables. Quand vous prenez des zones, par exemple, de Dubré-Conakry, c'est des zones qui sont impraticables. Mais donc, tous ces grands projets qui sont énoncés, on se demande où ça se passe, de quelle Guinée on est en train de parler. C'est des inquiétudes comme ça que des Guinéens comme nous autres, nous posons. Il faut qu'on se pose les vraies questions pour ne pas être à côté encore de l'histoire. On parle aujourd'hui de projet Simandou 2040. On en fait un programme pour faire rêver les Guinéens, mais on ne veut pas encore rester dans ce rêve-là et cela va encore accoucher d'une souris. Il faudrait qu'on touche les réalités du moment. L'insécurité par son plein, les détournements de deniers publics sont à ciel ouvert. Si ce n'est pas 100 millions de dollars à côté, à la douane, c'est 600 milliards de francs guinéens aux impôts. Mais où est-ce qu'on va dans tout ce déballage-là? Vous avez parlé de son entourage. Quand vous parlez de l'entourage, aujourd'hui, la manière dont la gouvernance est en train de se passer en Guinée, c'est une défaite totale, complètement. Un gouvernement qui se réjouit à arrêter les détournements de deniers publics. L'administration, comme le disait M. Sidia Touré, n'est pas faite pour arrêter. C'est fait pour empêcher les vols. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'une administration soit assez compétente pour pouvoir avoir des structures qui peuvent veiller au dérapage de ces cadres. Mais en Guinée, c'est le concours à qui va voler le plus ou bien le mieux. On est dans un concours de vol qui ne dit pas son nom. C'est d'autorité publique. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Et l'entourage du président de Mouya aujourd'hui ne rassure pas. Il n'y a aucun cadre là-bas qui rassure par rapport à la manière dont ils sont en train de gérer ou bien par rapport à l'objectif ou bien à une vision quelconque. C'est là le drame de la Guinée. Lorsque vous parlez des travaux qui sont en train d'être bien faits, peut-être que c'est pour cela que certains adhèrent. Là aussi, c'est mitigé parce que d'autres aujourd'hui accusent le pouvoir d'acheter les consciences. Lorsque, par exemple, vous voyez l'opposition qui veut faire vous avez mis la déclaration, l'interview de M. Alpha Condé, par exemple, pour cette manifestation du 6 janvier. Mais du même moment, le pouvoir a fait en sorte que les populations du Kaloum les jeunes puissent se regrouper. Et nous savons, nous qui sommes Guinéens, ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire à coup de billets de banque, on essaie de mettre une certaine population dehors pour pouvoir contrebalancer tout ce qui va se passer. Donc, c'est difficile aujourd'hui, ces travaux dont on veut nous faire croire qu'ils sont en train de se réaliser en Guinée. C'est difficile de mettre ça dans la balance parce qu'il y a des chantiers qui ne sont pas touchés. La Guinée, aujourd'hui, est un pays qui est, comment on appelle, le château d'eau
l'Afrique occidentale où les grands fleuves prennent leur source, mais qu'il y a un problème d'eau, même dans la capitale Conakry, un problème d'électricité. Pas plus tard que quelques jours, le ministre de l'énergie était en train de parler d'un bateau au large qui ravitaille le pays en courant électrique, qui serait dépassé par rapport à la consommation, qui devait faire remplacer par un bateau encore plus grand. Donc, les défis sont nombreux et les réponses idoines ne sont pas présentes. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucune communication, il n'y a aucune vision qui permette aux Guinéens d'être rassurés. Je ne vais pas rentrer dans le panier de la ménagère, ça c'est une catastrophe. On reviendra là-dessus, Oui. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, le phénomène de laisser faire, je crois que ça, c'est peut-être aujourd'hui crial en Côte d'Ivoire, mais cela, on l'avait connu autant de Lansana Conté, on dit, en bon souvent, laissez-le terminer le bon travail qu'il est en train de faire. Ça, c'est un slogan qu'on connaît, que les Guinéens ont l'habitude d'entendre. Quand un président veut aller prolonger son mandat, comment est-ce qu'il faut préparer la conscience collective? C'est pourquoi les Guinéens sont inquiets. M. Doumbouya, jusqu'à jour, n'a pas encore dit qu'il va se présenter. Ça, il faut le reconnaître. Mais les actions et les activités de ses soutiens montrent tout le contraire. C'est-à-dire qu'il va vers cet état de fait. M. Souko l'a rappelé. Les promesses prises, entre autres, les 10 points du chronogramme, aucun n'a été respecté. Sauf qu'on a aujourd'hui un avant-projet et le RAVEC, qui je crois a été lancé il y a quelques mois, pour pouvoir entamer le recensement. Mais il n'y a, hormis cela, les 3 ans, on ne sait pas à quoi ces 3 ans ont servi dans le sens de l'application des 10 points du chronogramme. Aucun point n'a été atteint. Donc, on y voit plus la mauvaise foi de ce gouvernement que la bonne foi. On aurait compris, par exemple, qu'ils aient commencé une activité comme l'avant-projet, qui soit bloqué dans le RAVEC pour les fonds peut-être qui n'étaient pas disponibles, mais on ne voit réellement aucune volonté d'aller vers les élections dans les délais convenables. C'est là où l'inquiétude se présente, M. Douba. Si nous sommes sur ces panels, c'est ramener les Guinéens à revenir à des meilleurs sentiments pour que nous puissions avoir un débat sain, pour que nous puissions savoir là où la Guinée va. On n'est pas dans un monde où on est en autarcie. Il faut tenir compte des changements qui se font, comme actuellement les changements géopolitiques qui sont en train de se faire en Afrique. Il faudrait qu'on soit prêt, qu'on ait un gouvernement qui soit à la hauteur des exigences et des besoins du pays pour pouvoir bénéficier ou bien pour pouvoir sauter sur les opportunités qui vont se présenter dans la sous-région. Mais on ne voit pas ce gouvernement-là déjà la capacité d'avoir des personnes ressources pour pouvoir gérer les problèmes internes, à plus forte raison des problèmes de géopolitique. C'est là où on est complètement pris. Merci, M. Camara. En tout cas, je vous ai laissé beaucoup de temps. Vous avez bien développé parce que c'était intéressant tout ce que vous dites. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Les Guinéens sont très intelligents. Les Guinéens ont été très formés. Ils ont été beaucoup formés. Et en Côte d'Ivoire, on a eu, quand on était enfant, on a eu des maîtres, on a eu des professeurs guinéens. Alors, moi, je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que toute cette intelligence, ils ne mettent pas ça au profit du pays? Alors, Monsieur Sissoko, vous avez eu 2 premiers ministres. Alors, vous allez me dire que on peut accuser M. Doumbouya. Eh bien, est-ce que vous allez me dire que ces 2 premiers ministres, on a eu un premier ministre, on a actuellement un premier ministre, un nouveau premier ministre, est-ce que vous pensez que ces 2 premiers ministres ne font pas aussi le poids, qu'ils ne sont pas capables de réinventer une nouvelle Guinée? M. Sissoko. Oui, le problème est que la Guinée, on a un problème de gouvernance en Guinée, M. Douga. Le président est très très fort en Guinée. Le Premier ministre, il nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Ce qu'il dit au Premier ministre, c'est ça qu'il fait. Sinon, ou bien il démissionne. C'est ça le problème guinéen. On a eu beaucoup de premiers ministres, même Sidia Touré, c'est un cadre voilà, qui a travaillé avec
en Côte d'Ivoire avec oui, Alassane Ouattara. Il a dirigé Voilà. trois. Effectivement. Et là, assis là-bas, il est en Côte d'Ivoire, M. Douga. Il est présentement en Côte d'Ivoire. Voilà, il a ça fait plus de 2 ans maintenant. Il vit en Côte d'Ivoire. Il est là-bas. Il ne peut même pas rentrer. Vous voyez? Donc, on n'a pas donné la chance à des intelligences pour pouvoir développer ce pays-là. Un pays qui est très riche, la Guinée, vous le savez. Nous avons toutes sortes de ressources naturelles que Dieu nous a données. Nous avons la bauxite, nous avons le fer, nous avons la mer, nous avons tout sur le diamant, l'or. On a tout. Mais c'est un problème de dirigeants. On n'a pas eu de bons dirigeants qui ont la capacité de faire sortir ce pays-là dans la pauvreté, dans la misère. Voici tous nos problèmes. Tous ceux qui sont intelligents, qui peuvent faire quelque chose, ils sont écartés, M. Douga. Voici un cadre, notre cadre Sidia Touré qui est assis là-bas, en Côte d'Ivoire, il ne fait absolument rien. Les gens militaires, ils sont là, il ne veut pas laisser le pouvoir pour que les cadres viennent gérer ce pays-là, pour qu'on puisse avoir un niveau de développement. Parce qu'on a besoin de l'eau, on a besoin de routes, on a besoin de tout. Vous avez quelque chose à la base en Côte d'Ivoire. Nous, on manque de tout, M. Douga. Voici la situation en Guinée. Les militaires là, ils n'ont aucune possibilité pour développer ce pays-là. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'intelligence. Tout ce qu'ils devraient faire, c'était d'organiser des élections et partir. L'armée n'est pas faite pour gérer une nation. Le rôle est défini là. Il y a les militaires qui sont censés diriger le pays. Donc l'armée, c'est pour assurer la sécurité. C'est ça qu'on est en train de les faire comprendre. Ils ne sont pas nos amis, nos ennemis. Mais tout simplement, il faut céder la place à des technocrates, ceux qui sont capables de voir plus loin et peuvent développer ce pays-là. Dans 10 ans, la Guinée est très riche. Regardez Rwanda. Rwanda qui est un pays pauvre, mais avec le visionnaire Paul Kagame, il a fait développer son pays. Mais si on avait ces genres de personnes-là, vraiment, moi je pense que sincèrement, la Guinée peut s'en sortir à 10 ans. Pendant moins de 10 ans, on peut s'en sortir du sous-développement. Voici la situation en Guinée, M. Douga. Merci, M. Camara. Non, M. Sissoko. Alors, le marché de la Guinée, de Conakry, c'est toujours le poton-poton. Ça n'a pas été reconstruit, rien n'a été fait. Vous m'adressez à moi ou... Oui, finissez là et puis je vais passer à M. Bangoura. Non, on n'a pas, sur le plan économique, les marchés, rien n'a été renouvelé. Les gens vivent dans la misère, M. Touba. Le quotidien, le Guinéen cherche le quotidien, c'est-à-dire manger 3 fois par jour, c'est le problème du quotidien des Guinéens. Mais quand vous regardez la situation économique, les prix des denrées alimentaires, quand je prends par exemple le riz, qui est la céréale la plus consommée en Guinée, sous Alpha Condé, un sac de riz, M. Dougan, de 50 kilos, c'était 230 000 francs guinéens. Aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, le même sac de riz est parti à 360 000 francs guinéens. Et quand vous regardez le prix de l'essence qui était sous Alpha Condé, 1 litre, à 10 000 francs guinéens, aujourd'hui, sous Mamadi Doumbouya, c'est 12 000. Vous prenez le pain qui était à 2 500 sous Alpha Condé, aujourd'hui, ce pain-là à 5 000 francs guinéens. Donc, quand vous regardez le quotidien des Guinéens, ça a augmenté, ça n'a pas diminué les difficultés. Donc, sur le plan économique, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, M. Dougan. C'est une junte militaire qui est au pouvoir ici. Aucun investisseur ne pourra venir investir massivement comme en Côte d'Ivoire avec cette junte militaire. Parce que c'est un régime militaire. On n'a pas confiance. Voilà le problème. Merci, M. Sissoko. M. Bangoura, qu'est-ce qui justifie que la Guinée, qui a, comment ça s'appelle, une couverture forestière, ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire? Dire qu'un sac de riz coûte pratiquement 300 000 francs guinéens, vraiment, qu'est-ce qui peut justifier ça? Les Guinéens devaient manger à satiété. Manque de leadership. C'est manque de leadership. On n'a pas eu la chance d'avoir, par exemple, c'est-à-dire on a faussé le départ. On n'a pas eu la chance d'avoir
un président visionnaire, par exemple, comme le vieux Oufoué, qui avait compris dès le départ qu'il fallait mettre une stratégie qui allait permettre le développement de la Côte d'Ivoire. Nous, on a raté ça dès le départ. Mais revenons un peu. Vous avez dit dans l'introduction de ce débat-là, l'essentiel, le nouveau monde qui doit se créer, le nouveau monde qui est en train d'être qui est en train d'être créé. Alors, nous, M. Duncan, notre objectif maintenant, c'est de voir comment on pourra profiter de ce nouveau monde. Puisque aujourd'hui, on a la technologie à notre avantage qui nous permettra de reconstruire la Guinée en moins de 20 ans. Okay? Donc, c'est le type de leadership que nous avons besoin. Et c'est ça, nos débats actuellement. Nous voulons, si nous critiquons Mamadi, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Mamadi, non. C'est-à-dire, nous disons à Mamadi, si tu aimes la Guinée, si tu aimes ton pays, il faut céder, il faut respecter tes engagements afin que nous puissions chercher quelqu'un, comme je viens de dire, qui va apporter un leadership pour nous commencer à mettre les bases du développement. Vous savez, vous avez posé une question tout de suite à M. Sissoko par rapport au de Alpha Condé. M. Duncan, Alpha Condé ne peut avoir que ses yeux pour pleurer. Il n'a que ses yeux pour pleurer. C'est lui qui a amené Mamadi. OK? Il savait que Mamadi était un narcotrafiquant. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Alpha Condé sort pour nous dire que c'est un narcotrafiquant, c'est ceci, c'est comme ça. Mais je vais vous donner quelque chose. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, M. Duncan. Le problème de Mamadi, c'est personnel. C'est personnel entre lui et Alpha Condé. Ce n'est pas entre le peuple de Guinée et Mamadi, mais c'est entre Alpha Condé et Mamadi. Donc, ce que nous demandons, les premiers ministres politiques qui sont nommés par le CNRD et ainsi de suite, nous voulons que Mamadi nous facilite la tâche, comme ce que vous voulez dire, pour que nous puissions profiter de ce nouveau monde. En fait, c'est ça. Et pour cela, on a besoin d'un leadership, comme je disais au départ. Merci, M. Bangoura. Vous venez de dire une chose que je vais dire une chose à tous les Guinéens et Guinéennes qui écoutent cette radio présentement. La Côte d'Ivoire, pendant la colonisation, la Côte d'Ivoire n'était pas dans le plan de développement non, le développement de la Côte d'Ivoire n'était pas dans le plan de la France, le colonisateur. Tout était fait pour la Guinée. C'est lorsque le président Sékou Touré a dit non que tous les projets qui devaient être réalisés en Guinée, les Français ont tout ramené en Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez même le reconnaître, la Côte d'Ivoire était la Benjamin de toutes les colonies françaises, c'est-à-dire que la France n'avait pas de projet réel de développement de, comment s'appelle, la Côte d'Ivoire. C'est tous les projets de la Guinée parce que la Guinée avait déjà des richesses énormes que la France misait là-dessus, que nous, on n'en avait pas en Côte d'Ivoire encore découvert. Donc, tous les projets étaient faits pour la Guinée, mais après le non, tout est venu. C'est qui, nous, en Côte d'Ivoire, comme vous voulez le dire, c'est qui nous a sauvés, c'est qu'on a eu un leadership, et je pense que c'est ce qu'il faut à la Guinée. Si la Guinée a un président, un leadership aujourd'hui, avec la volonté politique, vous venez de dire une chose très grande, c'est-à-dire en moins de 20 ans, on peut réinventer une nouvelle Guinée, tout feu et toute flamme. Alors, la question que je voudrais poser à M. Camara, c'est que aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses de tous les détournements,
on apprend que le gouvernement du président actuel en Guinée-Conakry, avec sa coterie, et détourne beaucoup. Ils s'achètent beaucoup de maisons au Texas, en Europe, ils détournent beaucoup d'argent. Ils ont leurs enfants qui fréquentent ici en Amérique et en Europe. Alors, M. Camara, qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que vous pouvez confirmer, que c'est vrai ou bien c'est des mensonges qu'on comporte sur ça sont des réalités. On n'a pas besoin d'être de l'intelligence pour comprendre ça. Ça, c'est sur les réseaux. Et les Guinéens sont en train de comptabiliser tous ces détournements. Aujourd'hui, nous avons des groupes de Guinéens qui peuvent vous donner ces détails-là, ces maisons en Europe, au Canada et en Côte d'Ivoire, tous ces détournements. Aujourd'hui, on sait par exemple que le Doumbouya lui-même est en train d'investir dans des zones à Port-Boué et tout un quartier à lui. Wow. Ça, c'est pas caché. Les Guinéens sont en bonne intelligence avec ce qui se passe. Et je vous dis, il y a certains Guinéens même qui sont poursuivis en Europe pour les détournements qu'ils ont commis. Nous suivons de près ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que lorsque le gouvernement lui-même se met dans la position de diviser pour régner, il crée une certaine confusion au sein de la population. Il y a certains qui sont dans le qui-vive, c'est-à-dire qui vivent le jour, à qui vous donnez 50 000 francs ou 100 000 francs, avec un t-shirt, il peut vous créer, je ne sais pas, votre masse du moment. Donc, il est très difficile de pouvoir quantifier cela. Mais ce que vous dites des détournements, c'est réel et c'est suivi par certains groupes sur le net et qui ont des preuves à l'appui qui peuvent vous montrer ces maisons de détournement de certains Amadou Doumbouya qui a été gestionnaire du dépôt de carburant de Coranti, par exemple. C'est des réalités qui sont là. Les maisons existent. C'est ça, les preuves existent. Donc, ces détournements-là viennent conforter le fait que le manque de patriotisme, ce qui fait que la population guinéenne ne sait plus où donner de la tête. Il y a aussi un désamour avec cette classe politique, cette opposition aussi, qui a aussi, à un moment donné, géré la Guinée. Donc, les Guinéens sont entre le marteau et la plume. C'est ce que M. Bangoura vient de dire. Aujourd'hui, on est en quête de leadership. Avec un bon leadership, on peut réinventer la Guinée, reconstruire la Guinée comme Dubaï l'a fait. On a les moyens de le faire, comme des pays comme la Malaisie ou Singapour l'ont fait. On peut faire le même chemin en Guinée avec un bon leadership. Mais cela va d'abord avec une adhésion de la population. Il faut que le peuple de Guinée prenne son sort en main. C'est-à-dire comprendre qu'aujourd'hui, l'appartenance ethnique là, n'est pas une résolution. On a parlé de Paul Kagame aujourd'hui. Si Paul Kagame a pu réussir le peu de changements qu'il a fait dans ce pays, c'est qu'il a su que l'ethnie, le communautarisme ne paye pas. Il fallait rompre avec ces pratiques-là et aller s'inscrire farouchement vers le chemin du développement, prendre les compétences qu'il faut pour développer sa nation. Donc, on a besoin d'un leadership vraiment éclairé pour éviter les erreurs du passé. Vous avez parlé du plan colonial. La Guinée avait un plan incommensurable de la nouvelle communauté française. Revenir dessus, c'est vraiment, M. Douban, ça vous fend le cœur. Le président de Gaulle considérait la Guinée comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la capacité de la Guinée à assurer l'autosuffisance alimentaire était prévue par cette colonisation-là. Ce que le président M. Sékou a refusé, la Guinée était prévue être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Et tout ce problème de l'électrification que nous connaissons était déjà résolu. Le projet d'Arafiri, par exemple, est un projet de la colonisation. Vous pouvez comprendre cela, ça veut dire que le colon savait déjà dans ses projections ce qu'il fallait faire avec ces différentes sources d'eau que la Guinée connaissait. C'est-à-dire qu'on pouvait faire l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance d'électrification pour pouvoir soutenir les industries qui devraient être créées. Ce n'est pas pour rien que l'usine de Fria était là, qui était conçue au départ pour être une usine d'alumine.
Aujourd'hui, on est encore au stade de transformation. Il y a longtemps que l'usine de Fred devrait commencer à transformer la bauxite parce qu'elle était déjà à mi-chemin d'arriver à l'alumine. Et ainsi de suite, comme le projet de la CBG. Donc, c'est dire que la Guinée était un vaste projet, mais compte tenu de la contradiction qu'on a avec le colon, le développement a été stoppé net. Cela n'empêche aujourd'hui, comme dit M. Bangor, on est dans une nouvelle donne dans laquelle on peut rattraper ce retard avec la nouvelle technologie pour s'inscrire dans un développement réel. Mais on ne peut pas le faire, M. Dougan, avec cette classe de gouvernement que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas de l'apprentissage au sommet de l'État. Et ce n'est pas pour rien, nous faisons des sorties pareilles pour attirer l'attention de M. Doumbia lui-même, pas de toute cette classe. Il a dans ses mains les destinées de ce pays. S'il aime vraiment ce pays, il va lui appartenir de vraiment coller à son message et de délivrer ce pays-là. Faire en sorte qu'il respecte ses promesses pour que nous puissions donner la chance à cette Guinée d'avoir pour une fois un leadership ouvert où on peut avoir des nouveaux Guinéens qui vont venir repenser cette Guinée-là. Et cette capacité, comme vous l'avez dit, on l'a toujours eu. Depuis les indépendances à maintenant, on a les 4 Guinéens éparpillés partout dans la diaspora, qu'elle soit africaine, européenne ou américaine. Cette diaspora est capable, à l'interne, les Guinéens comme à l'externe sont capables de sortir un leader qui puisse au moins tenir haut cet espoir qui soit en train de caresser de changement, de développement, de soif de développement. Tout autour de nous, ça se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on voit, mais les Guinéens ont soif de développement aujourd'hui, soif de changement, soif de bien-être. Et le président Mamadi, aujourd'hui, il a la chance, aujourd'hui, de s'inscrire dans l'histoire en respectant au moins ses promesses qu'il a fait au peuple de Guinée au soir du 5 septembre 2021. Et vous pensez que c'est toujours possible? C'est toujours possible de tenir ses promesses? Nous pensons que... D'abord, est-ce qu'il y a la volonté même? Est-ce que M. Doumbouya a la volonté de respecter le chronogramme, les chartes qu'il a signées? Est-ce que vous pensez qu'il peut se réinventer, faire un sursaut pour pouvoir se remettre en cause? Et comment ça s'appelle? Vous posez une question essentielle. Essentielle. Et nous caressons l'espoir. Nous prions le ciel qu'il puisse aujourd'hui. Les actions ne sont pas en train de nous rassurer, mais actuellement, M. Doumbouya est dans une réflexion profonde parce que si aujourd'hui, il n'est pas en mesure de suivre ses soutiens en allant dans le sens qu'ils veulent, c'est-à-dire en s'inscrivant dans cette nouvelle candidature, je pense qu'il lui-même se donne le temps de réfléchir. Et je crois que c'est très important pour lui de prendre la bonne décision, de faire comme certains, Madabio l'a fait en Sierra Leone. Il est parti. Ils sont partis, ils sont revenus. Aujourd'hui, il a son second terme. Pourquoi ne pas accepter de jouer le jeu, de faire en sorte qu'on ait des institutions fortes et faire en sorte de superviser une élection libre et transparente pour que les Guinéens puissent choisir en toute liberté celui qu'ils pensent être à la hauteur de cette tâche, partir comme l'a fait l'IDA au Canada et revenir plus tard. Peut-être même que c'est le peuple même qui va le réclamer, M. Douga. Mais on est à la croisée des chemins. Nous prions le ciel pour qu'il puisse faire encore un autre discours à la hauteur de celui qu'il a fait le 5 septembre. Parce que le 5 septembre, il avait touché le cœur de tout un Guinéen en parlant de ces différents fléaux et en s'engageant à remédier à tout ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile la gestion du pouvoir, mais il a la chance encore, M. Douga, de faire cette déclaration et de faire en sorte que nous allions vers des élections libres et transparentes pour que nous puissions remettre le pays sur les rails. Ok, M. Sissoko, est-ce qu'on ne peut pas mettre tout ce qui est arrivé aujourd'hui en Guinée? M. Alpha Condé qui vient de faire son discours le 4 janvier 2025, est-ce que M.
Alpha Condé n'est pas responsable de ce qui est arrivé, à supposer qu'après son deuxième mandat, il faisait des élections justes et transparentes et la Guinée élisait son nouveau président. Vous ne pensez pas que ce qui arrive aujourd'hui, M. Alpha Condé est responsable? Oui, M. Dougan, bien sûr. Effectivement, Alpha Condé est responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui parce qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. C'était clair dans notre constitution 2010 que nul ne pouvait faire plus de 2 mandats. Il savait très bien cela, Alpha Condé, en tant que démocrate, en tant qu'intellectuel. Il devrait respecter notre opposant historique monsieur... Effectivement, opposant historique. Il devrait respecter notre constitution. Ouais, c'est cette déception qu'on a avec Alpha Condé. Voici un opposant historique qui s'est battu pour l'instauration de la démocratie en Guinée pendant 40 ans. Et il a la chance d'être président en Guinée. Moi, je pense que c'est lui qui devrait donner l'exemple. Mais il est passé à côté. C'est pourquoi il est sorti par la petite porte. Parce que finalement, il a fait son 3e mandat. Une année après, il a été renversé par Mamadi Doumbouya. Voici les conséquences qu'on est en train de subir maintenant sous ce que Alpha Condé a fait. C'est une déception. C'est une déception, monsieur Douga. Ça, tout le monde reconnaît cela. Il devrait donner l'exemple aux autres qui devraient venir de respecter la Constitution. Ça a été très bien. J'ai suivi Nana, l'ancien président, parce qu'il est devenu l'ancien président ghanéen, Nana Addo. L'année dernière, il avait écouté. Il dit qu'il n'est pas plus intelligent que n'importe quel Ghanéen, qu'il allait respecter la constitution ghanéenne, que son mandat allait finir, et lui, il allait partir. Et c'est ça qui s'est passé. Le Ghana, aujourd'hui, c'est un exemple de la démocratie en Afrique. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas de coup d'État au Ghana, il n'y a pas de problème de 3e mandat, contrairement à la Guinée et la Côte d'Ivoire. Voici, c'est un exemple. Donc, vraiment, Alpha Condé, d'une part, c'est une véritable déception en matière de la démocratie, M. Douga. Merci, M. Sissoko. Bon, nous allons vers la fin de cette émission. Alors, M. Bangoura, vous pouvez donner votre mot de fin après M. Kabara et puis M. Sissoko. Voilà. Allez-y. D'accord. M. Duncan, merci pour l'invitation. Si vous me permettez, en 30 secondes, j'allais donner des éclaircissements par rapport au nom de la Guinée. Comment je vous donne 3 minutes pour votre conclusion. Voilà, c'est ça. Vous avez mentionné un point très, très, très intéressant par rapport à comment la Côte d'Ivoire a profité du nom de la Guinée avec la force. C'est normal, c'est des bonnes guerres. C'est pour cette raison que je vous ai mentionné le leadership. Et c'est ce que nous cherchons actuellement. Mais, M. Duncan, qu'à cela ne tienne, nous ne regrettons pas le nom. Les Guinéens aujourd'hui ont compris l'importance du nom. Parce que vous avez vu le Sahel, les pays du Sahel, aujourd'hui qui sont en train de se retirer de la CEDEAO, qui demandent leur indépendance totale. Et c'est ce qu'on était dans un débat la fois dernière, il y a quelqu'un qui avait mentionné cela. Mais la Guinée devrait prendre la crédibilité de cette élite panafricaniste-là qui est en train de naître au Sahel. Alors, le nom-là n'est plus, c'est-à-dire, ce n'est plus un argument, M. Douka, ce n'est plus un argument. Et aujourd'hui, comme je disais, c'est le leadership qu'on a besoin. On a besoin d'un leadership comme la Malaisie, comme le Botswana, pour développer la Guinée. On peut le faire et si on a un bon leader. Alors, mon mot de fin, c'est vous dire merci. Merci de l'invitation. Nous sommes à votre disposition. Merci à Jacques. Et à chaque fois, vous aurez besoin de nous. Il n'y a pas de problème. Faites-nous signe. On va venir parler de l'Afrique, puisque c'est le panafricanisme, parce que là, vous avez touché un point aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra faire un débat sur ça par rapport à ce nouveau monde-là qui est en train d'être créé par ces grandes puissances-là et comment l'Afrique pourra en profiter. Ça sera un très bon débat. Encore une fois,
Merci d'avoir nous invité, M. Duka. Merci, M. Bangoura. On est à votre écoute. Si M. Sissoko est là, nous voulons participer au débat pour ce nouveau monde qui naît. Alors, si vous avez des propositions, vous avez des sujets, si vous avez des thèmes, ne vous gênez pas, venez, on va discuter. C'est notre manière de participer au débat de nos pays, de notre Afrique. Donc, c'est la bienvenue. Alors, Monsieur Sissoko, Monsieur Camara, votre mot de conclusion. Merci, M. Doukan. Merci à mon frère Jacques Roger. Mais je vous dis que ce panel de ce soir nous donne l'espoir que les Africains, que ce panafricanisme ne va pas rester un panafricanisme de façade. Je crois que des rencontres pareilles doivent être multipliées pour que nous, Africains, nous puissions échanger et voir peut-être des moyens d'interaction encore plus profonds à un niveau plus élevé. C'est-à-dire même nos leaders devraient s'inspirer de ce genre de rencontres pour pouvoir échanger, pour que nous puissions avoir une Afrique mieux intégrée. Vous avez aussi suscité en nous l'espoir de voir une Afrique qui va peut-être trouver sa voie une fois de développement harmonieux. Cela pourquoi? Parce que vous avez cité des points importants. Lorsque, en tant que analyste, vous parlez de nouvelles géopolitiques en gestation, cela met en exergue cette capacité des Africains de voir l'évolution qui se fait autour d'eux et les possibilités qui se présentent à eux pour enfin adapter les moyens de développement et les moyens de s'adapter par rapport à ce développement futur. Je crois que c'est important pour nous, Africains, d'avoir des débats pareils et nous vous encourageons dans ce sens. Monsieur Jacques, nous le connaissons dans ce sens, mais nous encourageons encore qu'il puisse continuer et s'armer de patience et de courage pour inviter le plus grand nombre d'Africains pour que nous soyons autour d'une même table pour voir d'une même manière ou avec une meilleure stratégie les opportunités à venir. Pour ce débat de ce soir, il faut dire, M. Doukan, nous vous remercions de votre intérêt que vous avez sur la situation en Guinée, mais aujourd'hui, elle n'est pas complètement perdue. Nous avons l'espoir qu'en Guinée, ce leader-là, il est à l'attente et comme nous connaissons les Guinéens, ce leader-là va se présenter lorsque les conditions seront réunies pour qu'il sorte. Parce que beaucoup sont méfiants, parce qu'ils n'ont pas confiance au jeu politique qui est présenté, au jeu politique qui est mis en branle. Dès lors que nous aurons pris les taureaux par les cornes en mettant un jeu politique clair et transparent, ces leaders dont nous avons besoin vont se présenter pour le bien-être de la Guinée. Et cela, nous pensons que, comme vous l'avez souligné, nous pensons que le général Mamadi Doumbouya a ses moyens encore en main de sortir la Guinée de cette torpeur et lui permettre d'avoir un réel débat politique et démocratique, lui permettant d'avoir un leader à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur des espoirs des populations guinéennes. Cela est possible, ne serait-ce que par un discours et par des actions claires vers le retour à l'ordre constitutionnel dans des conditions les plus profitables, c'est-à-dire dans lesquelles on mettra les Guinéens sur le même pied d'égalité, où il jouera le rôle d'arbitre et non le rôle d'arbitre et de joueur. C'est en cela que nous plaidons pour qu'ils puissent au moins mettre la Guinée en avant pour sauver ce peuple qui a trop souffert. Donc, M. Doukan, nous allons vous laisser sur cet espoir-là, tout en espérant que ce message va rentrer à bon port pour que le président Doumbouya puisse voir la Guinée et les Guinéens et non pas
les gens qui l'entourent, parce que ceux-là sont rassasiés. Ils ont assez mangé, il faut qu'ils pensent maintenant au peuple de Guinée. Et lui seul a la manette. Il ne faudrait pas qu'on accuse son entourage. Il a le devoir. Il est au-delà de ses 40 ans. Il est aujourd'hui un père de famille. Et de surcroît, parlant au nom d'un peuple, il doit se surpasser et réellement offrir à la Guinée cette opportunité que tous les Guinéens caressent pour avoir un leader démocratiquement élu à temps pour que nous puissions profiter des opportunités qui sont en train en gestation autour de nous. Monsieur Douka, merci à vous, merci à Monsieur Jacques Roger et merci à tous ceux qui ont facilité ce débat de ce soir. Tout ensemble, nous allons prier pour que vive l'Afrique et vive la Guinée et les Guinéens. Merci à vous et bonne soirée chez vous. Merci, M. Camara. M. Sissoko. Oui, merci, M. Douga. Je dis merci à M. Camara et M. Bangoura et Jacques Roger. Merci encore une fois, M. Douga, de nous avoir donné la parole ici pour qu'on puisse parler sur la Guinée et sur l'Afrique. Il faut sauver cette transition guinéenne, M. Douga. Mamadi Doumbouya doit comprendre, avec le coup d'État, ça ne peut pas développer un pays. Nous sommes l'ère de la démocratie. Il faut que cette junte militaire comprenne cela. Il est temps, ils comprennent cela et organisent les élections et partis. C'est ça qui est la meilleure solution pour lui. Il est très, très jeune. Il peut aller se former et revenir dans 10 ans ou 15 ans et prendre le pouvoir en Guinée. Ça va être une très bonne solution pour lui. Donc, s'il fait cela, non seulement il s'est sauvé lui-même, mais il a sauvé aussi la Guinée. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est notre musicien Aboubacar Demba qui a chanté ça. Qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, il est temps pour Mamadi Doumbouya de se réveiller en tant que général de l'armée, très jeune, d'organiser les élections et partis pour que la Guinée puisse connaître un développement. Parce que c'est un pays qui est très riche, M. Douga, vous le savez. On a tout, que Dieu nous a tout donné. Mais malheureusement, on n'a pas connu de développement comme les autres pays. On espère que vraiment Mamadi comprendra cela, d'organiser les élections et partis. Merci une fois encore, M. Douga. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, le frère Sissoko, merci au frère Camara, merci au frère Bangoura. Ce n'est qu'une partie remise. Cette année 2025, la diaspora doit jouer de son rôle, apporter tout son poids dans le débat africain. Il faut que ce que nous disons ici fasse écho dans nos pays respectifs. Il faut que M. Doumbouya comprenne que nous ne sommes pas contre lui, mais nous voulons qu'il mette les intérêts de la Guinée au devant de toute considération personnelle, administrative, régionaliste, ethnique, religieuse. Non, l'intérêt national d'abord. Parce que je l'ai dit en conséquence, si nous perdons 2025, parce que le monde est en train de se façonner, si nous perdons 2025, il sera très difficile pour se rattracher parce que de nouvelles alliances sont en train de se former. Un nouveau monde est en train de naître. Si nous ratons ça, nous avons perdu pour longtemps. Donc, merci beaucoup. Faites des propositions pour que notre débat soit un débat enrichissant, intellectuel, et que nos débats aient un impact dans nos pays respectifs. Il faut que désormais, quand nous allons faire un forum ici sur la Guinée, il faut que les Guinéens sur place là-bas, parce que nous ici, on est libres de dire la vérité. Là-bas, ils ne sont pas libres. En Côte d'Ivoire, ils ne sont pas libres. Il faut que les Guinéens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigérians et autres, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils entendent le cri de cœur de la diaspora dans leurs pays respectifs, dans nos pays respectifs. Donc, merci et on attend vos propositions. Nous attendons, comment ça s'appelle, les Burkinabés, comme nos frères guinéens, pour venir faire le bilan de la transition. Nous attendons le Niger, les Maliens, le Gabon. Le Gabon, nous allons inviter Moukito
pour venir nous parler de cette transition-là. Je vous remercie beaucoup. Bonne nuit et on se donne rendez-vous à mardi prochain, 21. Mardi prochain, je reçois 2 Ivoiriens. Merci beaucoup. Et bonne nuit à tout le monde.